Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici ça va bof, je ne vous cache pas que c'est la troisième fois que je retourne cette vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui avec une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, qui techniquement en plus est prête depuis pas mal de temps, à savoir mes 10 conseils pour débuter le tricot. Parce que je reçois vraiment beaucoup de DM ou alors de commentaires sur YouTube de personnes qui me disent « Oh là là, tu me donnes très envie de tricoter, mais je ne sais absolument pas par quel bout prendre le truc. » J'ai donc préparé 10 conseils qui me semblent pertinents, que j'ai, qui plus est, un peu réunis au moment où je me considérais encore comme novice en matière de tricot, parce que je trouvais ça plus pertinent en fait d'être encore... d'avoir encore en fait mon point de vue de personnes débutantes pour penser à ces conseils. Aujourd'hui, je dirais que j'ai un niveau qui est intermédiaire et franchement, je pense que si j'avais pas écrit tout ça il y a plusieurs mois, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais zappé parce que vous savez en fait avec le temps, il y a plein de choses qui deviennent automatiques, qui deviennent naturelles et tu t'y penses plus, tu vois, pour quelqu'un qui va débuter. Allons-y. Premier conseil, YouTube est ton ami. YouTube est même presque ton meilleur ami. Si vous n'avez personne autour de vous qui puisse vous apprendre à tricoter, qui puisse vous accompagner dans cet apprentissage, vraiment YouTube c'est la meilleure des plateformes pour apprendre. Moi on me pose souvent la question, donc ce que je réponds à chaque fois c'est que j'ai appris à tricoter avec ma mère quand j'étais genre entre le collège et le lycée. Ma mère m'a vraiment appris les bases du tricot, c'est-à-dire que pendant très longtemps j'étais capable de faire en fait du point mousse. Et le temps a passé et a fait son œuvre aussi de j'ai tout oublié. Donc quand j'ai voulu reprendre le tricot il y a, allez je dirais que c'était il y a 2 ans, et puis là je m'y suis mis très sérieusement depuis peut-être un peu moins d'1 an. Donc j'avais tout oublié. Qu'est-ce que j'ai fait étant donné que ma mère avec ma mère on se voit pas toutes les semaines, elle habite pas tout à côté de chez moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je suis allée sur YouTube et vraiment je tiens à dire que alors il y a plein de choses qui ne vont pas du tout dans le monde actuel. Petit aparté, moi personnellement, moi les œillères elles sont plus comme ça, elles sont vraiment, je suis passée comme ça là, parce que si vous voulez la santé mentale à un moment quand même ça passe avant tout. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas du tout, mais alors par contre la chance mais incommensurable qu'on a d'avoir des personnes qui sont ultra généreuses, qui prennent le temps de filmer des vidéos, de faire des tutoriels, qui ont en fait l'envie de transmettre ce qu'elles savent, mais alors je trouve ça génial. Donc vraiment, YouTube, excellent point de départ, tout simplement. Moi je vous conseille pas particulièrement... de regarder des tutos dans les reels sur Instagram ou sur TikTok, je trouve que c'est pas pratique. Déjà souvent, la plupart du temps, c'est sur son téléphone, on peut pas vraiment mettre pause, c'est difficile en fait de naviguer, d'avancer ou de reculer dans les vidéos. YouTube, tu peux mettre ça sur un ordinateur, en grand, tu peux faire pause, tu peux même réduire la vitesse de lecture si tu veux, si t'as du mal à percevoir en fait les mouvements ou ce qui se passe. Pour moi, c'est complètement idéal. Il y a une personne en particulier que j'ai envie de vous conseiller pour les tutos. Je dis pas que c'est la meilleure ou quoi ou qu'est-ce, c'est juste que moi je sais que c'est quelqu'un vers qui je me tourne souvent vers ses vidéos quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose ou quand je suis bloquée. C'est Claude Tricot. C'est une nana qui est, si je ne m'abuse, québécoise. Alors attention parce qu'elle a des tutos en français mais elle en a aussi en anglais. Je trouve ces tutos hyper bien foutus. Aussi bien visuellement dans la façon dont elle illustre ses propos, dans la façon dont elle montre les mouvements, les techniques, etc., que du côté verbal où voilà, je trouve qu'elle explique vraiment très bien les choses. Alors après, il faut savoir que c'est vraiment, c'est très personnel. Peut-être que vous allez aller voir les vidéos de Claude Tricot et que sa façon d'expliquer ou de montrer les choses va pas vous parler et que du coup, vous allez rien comprendre. Donc vraiment, n'hésitez pas, il y a des tas de tonnes de personnes qui font des tutoriels sur YouTube. En règle générale, petite astuce, moi j'ai tendance à regarder les vidéos qui ont le plus de vues parce que c'est quand même un indicateur et de la qualité et du fait que potentiellement les gens aussi l'ont déjà regardé mais ils y reviennent parce que voilà, ils ont trouvé que c'était pertinent. Donc vous allez sur YouTube et qu'est-ce que vous cherchez? Alors juste tout petit aparté, c'est une vidéo dans laquelle il va y avoir beaucoup d'infos, donc n'hésitez pas à attraper un petit carnet, un petit crayon et à prendre des notes. Vraiment, je vous le conseille, sauf si vous avez une mémoire absolument incroyable, mais vous savez, moi qui ne me souviens jamais de rien. Vous allez sur YouTube, qu'est-ce que vous cherchez?
Première recherche, comment monter des mailles. Monter des mailles, c'est vraiment débuter un tricot, tout par de là. En fait, à un moment, il faut bien que vos mailles arrivent sur votre aiguille pour que vous puissiez commencer votre tricot. Deuxième étape, vous apprenez à tricoter des points endroits. Une fois que vous savez tricoter des points endroits, eh ben, vous faites des points endroits, des points endroits, des points endroits, des points endroits, ce qui vous donnera un point mousse, illustration, hein, je vous insère des petites images pour que ça vous parle un petit peu. Donc le point mousse, c'est vraiment cette texture un petit peu, comment dire, c'est un petit peu bosselé. Une fois que vous gérez les points endroits, vous apprenez à faire des points envers, et à partir du moment où vous savez faire des points endroits et des points envers, vous savez tricoter en jersey. Le jersey, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment... c'est le point de base, on va dire, en tricot, c'est vraiment ces petits V qu'on voit, voilà, qui sont aussi, si vous prenez par exemple un t-shirt en molleton, si vous regardez de très près, vous verrez qu'en fait, c'est aussi du tricot, puisqu'on est vraiment sur ces tout petits V, c'est vraiment des matières qu'on appelle, dans la confection, qu'on appelle du jersey. Et enfin, la dernière étape, qui est indispensable d'apprendre, c'est rabattre les mailles. Rabattre les mailles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement... retirer son projet, son tricot des aiguilles, mais sans que celui-ci ne se détricote entièrement, ce qui est quand même mieux. Donc pour résumer, si encore une fois vous n'avez personne dans votre entourage qui peut vous apprendre à tricoter, vous allez sur YouTube et vous apprenez ces 4 notions, ces 4 techniques. J'ai l'impression d'être un, je sais pas, un coach, je vais peut-être faire ça comme métier maintenant, coach en tricot. Non, ça n'irait pas du tout, je pense que je serais pas très bonne, mais bon bref, on passe au conseil numéro 2 qui est entraînez-vous. On va reparler du matériel un petit peu plus tard, mais en gros, vous trouvez une paire d'aiguilles, vous trouvez du fil, voilà, vous pouvez aller sur le bon coin, acheter du fil d'occasion, enfin vraiment ça coûte absolument rien, ou vous demandez autour de vous, il y a sûrement des personnes qui ont, je sais pas, qui ont eu un moment une petite passion pour le tricot ou pour le crochet ou qu'importe, et qui peuvent vous filer une pelote pour que vous vous entraîniez. Et donc étant donné que maintenant normalement vous savez faire des points endroits et des points envers et donc tricoter en jersey, et ben vous vous entraînez, vous tricotez, vous tricotez, vous tricotez, vous tricotez, vous pouvez éventuellement, moi je me souviens, le tout premier projet que j'ai tricoté, c'était une écharpe que j'ai tricotée pour mon grand frère, qu'il a toujours d'ailleurs, je tiens à le dire, donc a priori le truc était pas trop merdique quand je l'ai fait, parce que je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans, hein, je pense. Vous vous entraînez encore et encore et encore, vous tricotez, vous tricotez, vous tricotez. Honnêtement, tricoter c'est pas compliqué. Vraiment. Par contre, tricoter, ça demande en fait de la rigueur, de la concentration. C'est évidemment un petit peu technique. Il y a un truc un peu, je trouverai pas de terme adapté. Et c'est aussi une question limite de mémoire du corps, j'ai envie de dire. Moi, par exemple, qui tricote maintenant beaucoup depuis un petit peu moins d'1 an, je suis maintenant capable, sur certains projets, de tricoter plusieurs mailles sans regarder ce que je fais. Et c'est pas parce que je suis particulièrement incroyablement douée, c'est juste que mon corps et mes mains et mon cerveau ont tellement l'habitude maintenant de faire ces gestes que je suis capable de le faire, que voilà, en fait, au niveau du toucher, il y a vraiment cette mémoire qui est assez ouf. Sachant qu'en plus, si vous me connaissez, vous savez que ma mémoire est vraiment à chier, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qu'il faut entraîner et qu'il faut pratiquer. Vraiment, c'est un peu débile ce que je vais dire, mais c'est en tricotant qu'on devient tricoteur ou tricoteuse. Conseil numéro 3, lancez-vous. Parce que vraiment, un moment, s'entraîner, tout ça, c'est bien beau. Mais un moment, il faut y aller. Vraiment, il faut sauter le pas. Moi, j'ai pris, pour illustrer le lancez-vous, j'ai pris le tout premier projet de ma vie, donc le tout premier projet que j'ai réalisé en suivant un patron du début à la fin. Donc, il s'agit, je vous en ai déjà parlé, hein, si vous aviez vu mon tout premier podcast tricot. Donc, il s'agit d'une Sophie Scarf. Alors, qui est pleine de défauts. Déjà, je sais pas, est-ce que ça ressort bien à l'image? Vous voyez, elle est un peu ondulée, c'est pas hyper droit. Je me souviens que j'ai fait plein d'erreurs, notamment au niveau des bordures. Quand on regarde aussi la densité, enfin, bon, clairement, j'ai pris un fil qui était beaucoup trop petit par rapport à ma taille d'aiguille, ou alors, si on prend le truc dans l'autre sens, il aurait mieux valu que je descende ma taille d'aiguille. Donc, il y a plein d'erreurs, c'est pas parfait, mais la fierté, en fait, et la satisfaction, quand j'ai eu terminé
cette écharpe qui en plus franchement dans l'absolu c'est pas, elle est très chouki, hein, je la porte et tout, tu vois, donc en plus c'est cool, mais vraiment ce sentiment là, je crois que je n'oublierai jamais, c'était mais incroyable. Et un truc que j'ai envie de vous conseiller, tout simplement parce qu'en fait c'est ce que moi j'ai fait, et alors ça a été, mais la courbe d'apprentissage, elle a fait j'ai tricoté un projet brouillon que je vais vous présenter, qui est vraiment sublime. Vous allez vraiment être époustouflés devant devant sa beauté. Je vous présente allez, j'ai pas fait la deuxième emmanchure, un 9/10 de Novice Slipover de Petite Knit. Donc ça, c'est vraiment le premier vêtement que j'ai tricoté. Ici aussi, hein, une fois de plus, en suivant un patron du début à la fin. Alors pourquoi est-ce qu'il ressemble à ça? Tout simplement parce que, je l'ai dit, hein, c'était la première fois que je tricotais un vêtement. Je ne connaissais pas les notions, enfin je n'avais pas les techniques, je n'avais absolument pas le niveau, mais j'ai appris en fait grâce à ce projet. Et franchement, quand je le regarde, alors il y a plein de trucs qui vont pas, hein, notamment dans le dos, on remarque, ah tiens, j'ai dû faire, vous voyez, je me suis foirée dans le... Bon bref, donc c'est un projet qui est évidemment plein de défauts, parce que c'était la première fois que je tricotais un vêtement, quoi, de A à Z, mais je le redis, j'ai tellement appris, pour moi ça a été un point de départ et une lancée, mais incroyable, et à partir de là, en fait, j'ai été capable, voilà, de tricoter des cardigans, des pulls, des je sais pas qu'est-ce que j'ai fait d'autre, enfin bon, vous avez l'idée, quoi. Premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est trouver un patron qui soit accessible pour les débutants. Alors honnêtement, moi j'ai toujours envie un petit peu de conseiller les patrons de Petite Knit, parce que dans un premier temps, elle a des modèles qui sont spécialement pensés pour les débutants, comme ici par exemple le Novice Slipover, il y a aussi le Novice Cardigan. Je vous conseille pas forcément de partir sur un truc avec des manches, parce que franchement les manches ça peut être hyper décourageant, surtout quand tu fais juste un truc brouillon et que tu sais qu'à la fin c'est pas forcément quelque chose que tu vas pouvoir porter. Donc honnêtement, moi je trouve que le Novice Slipover, mais très bon patron. Deuxièmement, ce que j'aime chez Petite Knit, c'est que je trouve que ces patrons sont très clairs, les choses sont bien expliquées, mais on n'est pas dans quelque chose de too much, il n'y a pas trop d'infos, c'est pas submergent entre guillemets. Et ce qui est génial, c'est que sur les fiches produits des patrons, vous avez des vidéos dédiées à tous les points un petit peu techniques. Et ça, mais alors, fabuleux. Hyper pratique. Alors la seule petite, le seul truc on va dire un petit peu relou, c'est que il faut être anglophone, il faut être à l'aise avec l'anglais, puisque ces vidéos en fait elles parlent en danois, mais les sous-titres sont disponibles en anglais. Alors honnêtement, si vous bitez pas 3 mots d'anglais, vraiment laissez tomber cette option. Mais si vous êtes très à l'aise avec l'anglais, vraiment n'hésitez pas. Encore une fois, hein, moi je parle de ça parce que c'est ce que j'ai vécu moi, c'est comme ça que j'ai débuté, et je le redis, ça m'a tellement aidé à progresser, mais un truc de malade. Je dis pas que c'est la solution ultime, tu vois, mais vraiment, je trouve que c'est ultra pratique, parce que la deuxième option, c'est là encore de vous lancer dans un projet qui soit prévu pour les débutants. Et pour toutes les notions un peu techniques du patron, bah, tout simplement, retournez au conseil numéro 1 et vous allez sur YouTube et vous faites votre recherche et vous cherchez une vidéo en fait qui vous correspond, où la personne explique de façon en fait à ce que vous compreniez ce qu'il faut faire. C'est, je trouve, un peu moins pratique. C'est pas non plus le bout du monde, mais je trouve ce truc là de projet brouillon, vraiment c'est une trop bonne idée, parce qu'en plus t'as pas de pression, tu vois. Moi je savais très bien que ce truc en fait j'allais jamais le porter, et que si je me foirais c'était pas grave. J'ai utilisé, je sais plus si je l'ai dit, mais vraiment de la laine que j'avais acheté de seconde main. J'avais acheté un gros lot en fait de fils de seconde main sur Le Bon Coin, qui m'avait coûté, je sais pas, mais 20 balles, tu vois, pour une quantité assez conséquente. Donc franchement, pour ce qui est de la matière première, mais je sais pas, ça a dû me coûter 1,50 €, tu vois, de tricoter ce truc. Et du coup, ça enlève vraiment tout l'aspect pression, quoi. Parce que si tu commences à aller t'acheter pour 50 ou 70 balles ou même plus de fils, que c'est ton premier projet, je te raconte pas la pression, quoi. Vraiment, c'est un coup soit à devenir ouf, soit à tout abandonner. Donc vraiment pas génial, quoi. Conseil numéro 4, le matériel, c'est important. Alors, je vais vous parler de moi, de mon expérience, hein. Comme moi j'ai commencé à tricoter,
enfin quand j'ai recommencé à tricoter, donc il y a maintenant 2 ans, j'ai acheté mais le pire kit d'aiguilles de merde du monde. Ça coûtait, je sais pas, 20 balles. C'était des aiguilles droites. Je sais même pas si c'était du bambou, mais dans une espèce de bois, mais horrible, qui raccrochait. Elles étaient mais merdiques à souhait, les aiguilles, franchement, c'était infernal. Ça m'a pas du tout motivée, ça m'a même plus complètement démotivée. Ensuite, je me suis acheté un kit, mais alors vraiment pas cher, encore une fois, un truc un peu merdique, d'aiguilles circulaires interchangeables. J'avais acheté ça sur Amazon. Vraiment, elles étaient absolument pas géniales du tout. Déjà, elles étaient en plastique, ça glissait, mais c'était horrible. Et en plus, elles étaient un peu coudées comme ça à la base. Donc ça, vraiment, enfin moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Après ça, j'ai trouvé un petit lot d'aiguilles droites en métal de seconde main. J'avais acheté ça sur Vinted, ça m'avait pas coûté très cher. Et là, tout de suite, moi, j'avais capté que les aiguilles en métal, c'était mon truc. Et enfin, au bout d'un moment, quand vraiment j'ai senti que ma passion pour le tricot était là et qu'elle était pas prête de s'en aller, j'ai investi dans un kit d'aiguilles circulaires interchangeables. Donc moi j'ai le kit, alors je ne sais jamais si c'est Carbone ou Carbons, mais bon, je vous mettrai une image et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai investi dans ce kit de chez Knit Pro, qui vraiment, mais oh là là, il a changé ma vie. J'adore ces aiguilles, elles sont absolument fabuleuses. Alors, c'est un kit qui coûte, enfin moi à l'époque, je l'ai payé 170 €. Donc évidemment, quand tu te lances seulement dans le tricot, c'est pas forcément le truc que tu vas aller t'acheter comme ça de but en blanc. Alors après, si c'est dans votre budget, que vous avez envie, que ça vous fait plaisir, enfin... vous faites you do you, hein, comme on dit. Et c'est là que je vais avoir besoin éventuellement de vos conseils, parce que je suis sûre qu'il y aura des tricoteuses aguerries qui passeront par là. Si vous avez des kits à conseiller, qui soient pas trop onéreux, qui soient quand même de relativement bonne qualité, n'hésitez pas à laisser les références dans les commentaires. Parce que moi, pour le coup, voilà, je vous ai fait tout mon parcours de toutes les aiguilles, les types d'aiguilles que j'ai testés. Et malheureusement, jusqu'au dernier kit que j'ai acheté et qui est donc le plus cher et celui de meilleure qualité, voilà, pour moi, c'était pas très très concluant. Donc, je compte sur vous pour laisser des recommandations, mais de ouf. Je suis certaine qu'on trouve ça maintenant sur Internet. Franchement, on trouve de tout. Alors, ce sera sûrement pas une qualité absolument fabuleuse, mais voilà, moi, je trouve que c'est quand même important d'avoir des aiguilles qui soient agréables en fait à utiliser, parce que sinon ça va complètement vous décourager. Moi je vous conseille aussi directement de commencer à tricoter avec des aiguilles circulaires. Premièrement parce que je trouve que c'est excessivement plus pratique que les aiguilles droites, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus compact. Moi je me souviens que quand je tricotais avec des aiguilles droites, j'avais... Excusez-moi, je commence à avoir donc ça fait maintenant je pense 1h30 que je tourne. Donc je suis pas en train de me dessécher. J'avais toujours besoin de me caler d'une certaine façon avec des coussins, des machins, parce qu'en fait les aiguilles droites c'est quand même très long. Quand elles sont en métal c'est assez lourd, alors que les aiguilles circulaires, mais tu vois, je peux tricoter comme ça tranquillou. Enfin vraiment ça me pose aucun problème. C'est aussi génial parce que quand tu achètes un kit d'aiguilles circulaires interchangeables, et ben en fait t'as ta petite pochette ou ta petite trousse, ou voilà, qu'importe, et tu as globalement quasiment tout ce dont tu as besoin pour tricoter. Tu peux tricoter des bonnets, des chaussettes, des moufles, des pulls, des gilets. En règle générale, t'as donc plein de tailles d'aiguilles. Les miennes, par exemple, si je dis pas de bêtises, ça commence à 3 mm jusqu'à 8, avec des tailles intermédiaires aussi. J'ai par exemple 3,5, 4,5 et 5,5. Tu as aussi la plupart du temps plusieurs longueurs de câbles, donc en fonction des projets que tu vas tricoter. Et enfin, quand même, dernier argument pour les aiguilles circulaires, c'est que de nos jours, la plupart des patrons sont pensés et sont écrits pour être tricotés avec des aiguilles circulaires. Ce qui était, et c'est très marrant, pas du tout le cas à l'époque où ma mère tricotait, donc il y a plus de 30 ans, hein, moi je la revois vraiment sur le canapé en train de tricoter avec ses aiguilles droites. Et à l'époque, en fait, alors ça se fait encore, hein, mais tu tricotais vraiment toutes les pièces de ton pull à plat, et ensuite tu les cousais ensemble. Alors que maintenant, par exemple, une manche, tu la tricotes directement en rond, c'est-à-dire que directement ça ressemble à une manche et t'as pas besoin encore en plus de rajouter une étape et de tricoter, enfin et de coudre, pardon. Conseil numéro 5, utilisez le fil ou les fils suggérés dans le patron, je vous en supplie. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce type de personnalité où je me dis ouais, ils disent ça dans le truc, mais moi je vais plutôt prendre cette chose là qui n'a absolument rien à voir, puis ça fera pareil. Et non.
ne faites pas ça, d'accord? Vraiment, j'insiste. Alors, le tricot, c'est pas... comment dire? Est-ce que je l'ai dit avant ou pas? Bah, je ne sais plus, puisque ça fait maintenant 2 fois là, dans la même journée que je retourne cette vidéo. Mais dans le doute, je vais le redire, le tricot, c'est une histoire donc de technique, de concentration, de rigueur et un petit peu... Alors, je sais pas si on peut dire... Est-ce que je peux dire de science? Je ne suis pas certaine. Mais anecdote hyper mignonne et hyper... Enfin, tellement vraie. Quand j'ai recommencé à tricoter, mon fils, au début, il me regardait souvent tricoter et vraiment ça le fascinait. Et je lui expliquais, je disais, bah tu vois, voilà, tu passes ton aiguille comme ça, puis après tu passes ton fil comme ça, et puis bah voilà, tu vois, au bout de 45 jours, t'as un pull. Et à chaque fois, il me disait, oh, mais c'est magique! Et c'est tellement vrai, vraiment, c'est tellement magique. Non mais vous imaginez, vous prenez un fil, alors vraiment du fil c'est très très long, hein, c'est plusieurs centaines, milliers de mètres, et vous faites des magouillis comme ça avec des bouts de bois ou des bouts de métal et vous obtenez un pull. Vraiment, c'est incroyable. Mais bon, tout ça pour dire, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Le tricot, donc, c'est un peu magique, mais c'est aussi quand même un peu scientifique et c'est quelque chose d'assez carré. Quand dans un patron, on vous dit pour tricoter ce pull, vous pouvez utiliser ce fil ou celui-ci ou celui-ci, tenez-vous-en, surtout au début. Après, voilà, quand vous arrivez à un niveau plus élevé, plus aguerri, j'ai envie de dire, c'est différent. Mais pour débuter, vraiment, utilisez les fils suggérés dans ce patron. Si vous avez vu mon dernier podcast tricot, donc mon podcast numéro 3, dans lequel je vous parle de ce pull, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai commencé, j'étais encore très débutante et j'ai fait nimp. Voilà, une fois de plus, c'est-à-dire que j'ai fait ma colline, j'ai pris du fil, n'importe quoi, les aiguilles, j'étais là, je me suis dit bon bah je vais prendre à peu près cette taille-là, ça devrait aller, machin. Ça a été une galère en fait de tricoter ce pull, alors que si j'avais juste fait les choses correctement, c'est-à-dire que tu as un fil suggéré, tu as une taille d'aiguille, tu t'y tiens, ça aurait été beaucoup moins galère. Conseil numéro 6, et on est un peu dans la même veine, faites un échantillon. C'est ultra chiant. La plupart des gens qui tricotent n'ont pas envie de faire d'échantillons, voire n'en font pas. J'avoue qu'il m'arrive moi-même parfois de ne pas en faire et c'est pas bien, mais l'échantillon, si vous voulez, c'est primordial, surtout quand on tricote en fait un vêtement. L'échantillon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une indication qui est donnée dans le patron de type pour 10 cm. Tu as 22 mailles. Ça te donne vraiment, en fait, c'est la jauge, quoi, si vous voulez. Et pour faire un échantillon, c'est très simple. On monte, voilà, un certain nombre de mailles et on tricote comme ça sur quelques centimètres. Et ensuite, on mesure avec une petite règle ou un mètre ruban. Moi, je vous conseille plutôt une règle qui soit rigide. C'est quand même plus pratique. On mesure le nombre de mailles qu'on a sur 10 cm et ça nous permet de savoir si ça correspond à ce qui est indiqué dans le patron ou non. J'espère vraiment que je suis claire. Parce que ce nombre de mailles sur 10 cm, c'est l'unité de mesure en fait, par exemple du pull que vous êtes en train de tricoter. Si vous avez plus de mailles sur 10 cm que ce qui est indiqué dans le patron, ou moins de mailles sur 10 cm que ce qui est indiqué dans le patron, ça va complètement impacter en fait le rendu final de votre vêtement et surtout la taille. C'est-à-dire que potentiellement vous vous retrouvez, enfin il y a même énormément de chances que vous vous retrouviez avec un vêtement qui est soit beaucoup trop petit, soit beaucoup trop grand. Donc c'est extrêmement important de faire des échantillons, notamment parce que même en utilisant le fil suggéré dans le patron, donc le fil qui a été testé et approuvé pour faire le patron, même en utilisant le fil suggéré et la taille d'aiguille indiquée dans le patron, il y a un truc qui joue énormément et qui est propre à chaque être humain et qui s'appelle la tension. La tension, pour essayer de vous expliquer rapidement, c'est la façon qu'on a de tricoter. Est-ce qu'on tricote de façon plutôt serrée ou plutôt lâche ou plutôt moyenne? Et ça, une fois de plus, ça impacte en fait énormément le rendu final d'un projet. Oui, bonjour, c'est la Coco du montage. Évidemment, comme j'ai tourné cette vidéo 3 fois, au bout d'un moment, je ne sais plus ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Et là, je réalise que j'ai oublié quand même de parler d'un point assez important. Donc, vous l'avez compris, on fait ces échantillons, mais surtout, une fois qu'on a fait son échantillon, on le bloque. Le blocage, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est très simple, ne vous prenez pas la tête. Vous mettez un petit peu d'eau tiède dans une bassine, un bol, un saladier, qu'importe. Vous plongez votre échantillon, votre petit tricot
Vous le laissez dedans pendant, allez, on va dire 15-20 minutes. Ensuite, vous l'essorez, donc vraiment délicatement en le roulant dans une petite serviette. Et vous le laissez sécher à plat. Ce qui va se passer, donc surtout quand on utilise des matières d'origine animale, de la laine, du cachemire, du mérino, de l'alpaga ou quoi au caisse, ce qui va se passer, c'est que potentiellement la matière va grandir, les mailles vont se détendre. Ce qui va, vous en doutez, enfin j'espère que j'explique assez bien et vraiment que vous avez compris, ce qui va donc potentiellement changer le nombre de mailles sur 10 cm et donc fausser ou non l'échantillon. Nous en sommes au conseil numéro 7, qui n'est autre que les marqueurs de mailles sont tes meilleurs amis. Hein, dans la catégorie des meilleurs amis, on a donc YouTube et franchement, juste un tout petit peu en dessous, les marqueurs de mailles. Alors les marqueurs de mailles, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose qui te permet de te repérer dans ton tricot et c'est très important. Quand on tricote, de savoir où on en est, parce que je vous laisse imaginer quand on est sur un projet, voilà, par exemple un corps de pull, tu vas avoir, je sais pas, 250, 300 mailles, à un moment, si tu n'as pas de point de repère vraiment visuellement très net, tu peux pas t'en sortir, et enfin tu peux pas t'en sortir, il y a sûrement des gens qui s'en sortent, hein, parce que tu as toujours des gens qui sont beaucoup plus doués que les autres, mais moi personnellement je ne peux pas. Donc les marqueurs de mailles, à quoi ça ressemble? Alors attendez, je vous montre les deux que je possède. Donc ça ressemble, c'est comme des espèces de petites aiguilles, n'importe quoi, épingles à nourrice. Alors moi j'en ai comme ça des qui peuvent s'ouvrir. Hop là, il en existe et j'en ai aussi d'ailleurs, mais c'est pas mes préférés. Voilà, juste des petits ronds en fait qui sont complètement fermés. Moi, je vous conseille de prendre des marqueurs de mailles qui s'ouvrent parce que c'est plus versatile. On a parfois besoin en fait de mettre des points de repère en fait sur des mailles qui sont déjà tricotées. Une utilisation extrêmement simple d'un marqueur de mailles. Donc, je vais vous prendre mon projet en cours. J'en ai un qui est ici, donc il est vraiment sur mon câble. Et à chaque fois que j'arrive au niveau de ce petit marqueur de maille, donc je tricote la maille qui est juste avant, je glisse, en fait on glisse le marqueur sur son aiguille de droite et on continue à tricoter, et tout simplement à chaque fois que je dépasse ce marqueur, là dans le cas présent je tricote une manche en rond, ça veut dire que je fais un rang supplémentaire. Alors quand on est là par exemple hein, dans le cœur d'une manche où on fait que du jersey, c'est pas ultra pertinent d'avoir un repère, mais par contre ça le devient à partir du moment où par exemple on attaque les côtes. Je vais vous zoomer un petit peu, ce sera beaucoup plus simple. Le principe des côtes, c'est quoi? Le principe des côtes, on va prendre celles-ci qui sont des côtes 1-1, c'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et ainsi de suite. Quand on tricote en rond, il faut obligatoirement, si on a commencé son tour avec une maille en droit, il faut obligatoirement commencer le tour suivant, puis voilà, tous les suivants, par une autre maille en droit. Sinon, ça te donne des côtes qui sont complètement claquées et qui ne ressemblent à rien. Donc, par exemple, dans le cas des côtes, enfin, tout du moins pour moi, personnellement, je trouve que c'est un point de repère qui est primordial. Enfin, moi, sinon, personnellement, je ne m'en sors pas. Avant, je parlais des manches et je disais que c'était pas tellement pertinent, mais en réalité, si. Ça peut être pertinent pour compter les tours, en fait, pour compter les rangs, parce qu'il y a certains patrons où on vous dit, bah voilà, il faut faire tant de rangs. Je pense notamment s'il y a des patrons avec, vous savez, de la texture, des câbles, enfin des torsades et des choses comme ça. Donc ça permet, quand on tricote en rond, de compter son nombre de rangs, donc de savoir à chaque fois qu'on commence un nouveau rang et donc de pouvoir garder le compte. Bref, les marqueurs de mailles, moi je me souviens au départ, j'étais là, je comprenais pas à quoi ça servait, tu vois, j'étais là, mais à quoi ça me servait ces petits machins là? C'était un peu abstrait pour moi, mais alors j'ai très vite compris qu'en fait c'était complètement indispensable. Donc alors en règle générale, des marqueurs de mailles, si tu achètes un kit d'aiguilles, t'en as quasi systématiquement avec, sinon ça coûte voilà, vraiment pas cher. Si vous n'avez pas envie d'investir, vous pouvez utiliser globalement tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit assez fin. Ça peut être par exemple une petite boucle d'oreille, une petite créole. Ça peut être aussi alors tout simplement un bout de fil. Vous faites un nœud et puis pouf, ça vous fait votre marqueur de maille. Bref, c'est pas indispensable d'investir. On peut vraiment se bricoler un truc quoi. Et franchement, en matière de tricot, il y a plein de petits accessoires comme ça, alors qui sont très utiles, très pertinents, mais qui sont pas indispensables. Mais alors les marqueurs de mailles, vraiment, la vie. Enfin, si tu veux commencer à tricoter, il faut des aiguilles, du fil, des marqueurs de mailles. Ok, conseil numéro 8. Sachez reconnaître les mailles en droit des mailles envers. C'est très important. Encore une fois, le tricot, c'est de la constance. C'est un truc qui est assez carré et c'est hyper utile
dès le départ, de savoir faire la différence entre une maille en vert et une maille en droit. J'essaierai de vous trouver peut-être une ou deux vidéos qui vraiment illustrent ça très très bien. Je vais pas me lancer moi à commencer à vous faire des tutos, hein, tout simplement. Savoir reconnaître les mailles en vert des mailles en droit, c'est ultra pertinent, notamment quand on fait des côtes, sachant que les côtes, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent hein, en tricot. C'est aussi en fait une façon de se repérer, de savoir où on en est, et c'est aussi en fait tout simplement une façon de comprendre ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on a sous les yeux, et ça c'est vraiment, je trouve que c'est primordial. Moi je l'ai pas fait tout de suite, ce truc de me pencher sur le sujet, de regarder un peu des vidéos, d'observer mon tricot, etc. Mais vraiment ça change la vie, parce qu'il y a des moments en fait où tu tricotes quand tu es vraiment débutant, novice, et tu sais pas où t'en es, et tu sais plus ce que t'as fait, et en fait c'est une galère, tu vois, et tu te sens submergé, et t'as envie de tout abandonner, c'est horrible. Alors qu'avec des toutes petites notions comme ça de base, de juste savoir reconnaître une maille en droit d'une maille en vert, franchement ça change la vie. Conseil numéro 9, apprenez directement ces deux techniques. La première, c'est, alors je n'ai pas le terme en français, mais c'est le montage de mailles dit long tail, parce que on a parlé au tout début de la vidéo du fait d'apprendre à monter les mailles. Il y a, je pense, 50 façons, 50 techniques différentes pour monter des mailles sur des aiguilles. Alors moi, j'avais appris d'une façon qui était alors pas idéal d'un point de vue rendu, ça te montait, en fait ça te faisait une bordure qui était pas ouf, et en plus c'est une technique franchement que je trouvais hyper longue. En fait tu devais à moitié tricoter enfin c'était chiant, c'était pas du tout pratique. Cette technique là, le montage de mailles long tail, et là je vous mettrai une vidéo très précise dans la barre d'infos, qui est la vidéo avec laquelle moi j'ai appris à faire ce montage de mailles. Une fois que tu as capté le mouvement, et franchement, ça va vous sembler impressionnant au début, mais je vous jure que c'est complètement bidon. Vraiment, vous regardez la vidéo quelques fois, éventuellement vous la mettez à une vitesse de lecture un petit peu ralentie pour bien avoir le mouvement, pour pouvoir bien l'observer, et après, mais tu montes tes mailles franchement à une rapidité mais pas possible. Ça te fait une jolie bordure, enfin c'est ce qu'on appelle un rang de montage, et maintenant ça sonne à la porte. Je n'en peux plus. Où est-ce que j'en étais dans mon histoire? Je crois qu'on était, oui voilà, au montage long tail. Je crois que j'avais fait le tour. Alors au pire, je ferai une coco du montage, parce que là je vous avoue que je suis un peu perdue. Et la deuxième technique que je vous conseille d'apprendre immédiatement, c'est une façon de rabattre les mailles. Donc pour rappel, rabattre les mailles, c'est tout simplement faire en sorte de détacher son projet, son tricot de ses aiguilles sans que celui-ci ne se détricote, hein, tout simplement. Là aussi, je ne connais pas le terme exact, mais je vous mettrai une fois de plus une vidéo dans la barre d'infos qui est la vidéo que moi j'ai utilisée pour apprendre cette technique, mais c'est donc un rabattage de mailles qui est souple. Parce que le rabattage de mailles classique, celui par exemple que moi j'ai appris quand j'étais ado, c'est un rabattage qui est très peu élastique et qui fait que potentiellement, tu as terminé de tricoter ton pull, tu vois, tu as rabattu toutes tes mailles, c'est super. Et en fait, au moment, par exemple, de l'enfiler, tu vois, de vouloir enfiler le truc, de le passer par ta tête, et bien en fait, ton rabattage de mailles est tellement serré que tu n'arrives pas à passer ta tête. Hein. Ou alors, au niveau des manches, par exemple, bon, là, c'est un mauvais exemple parce que les manches sont assez larges, mais parfois, tu peux avoir des manches qui sont assez resserrées comme ça autour du poignet. Si les manches, en fait, tu peux même pas un minimum comme ça les remonter parce que ton rabattage est extrêmement serré, c'est quand même un petit peu pénible. C'est la même chose aussi pour le bas, par exemple, d'un cardigan, enfin, pour plein de... Enfin, globalement, pour sensiblement tout ce qu'on tricote. Alors, c'est pas toujours hyper à propos de faire un rabattage souple pour toutes les parties d'un projet, mais bon, ça, voilà, c'est vraiment un sujet, on va pas commencer à rentrer là-dedans, mais moi, je vous conseille vraiment d'apprendre cette technique de rabattage souple. Ça vous évitera bien des déconvenus. Conseil numéro 10, amusez-vous. Vraiment, le tricot, au même titre que n'importe quel autre hobby, c'est censé être chouette,
Alors évidemment, vous allez galérer, vous allez vous planter, vous allez faire des énormes bourdes, vous allez parfois devoir défaire ce que vous avez fait et recommencer. Et évidemment, c'est comme pour tout, en fait, c'est pour n'importe quelle pratique qu'on apprend, où on part du niveau 0, ça va être difficile. Il y a quand même peu de chances que la première fois où vous attrapiez des aiguilles et du fil, vous vous retrouviez voilà, en une semaine avec un pull sublime, magnifique, mais ça fait partie du jeu, et encore une fois, hein, je le redis, plus vous pratiquerez, plus vous tricoterez et mieux vous tricoterez. Et je vous promets, enfin, non, je peux pas vous promettre parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des personnalités, alors qui sont très différentes de la mienne et qui ont vraiment une espèce de recherche comme ça de la perfection, mais quand même, en règle générale, à la louche, tu vois, je vous jure que le jour où vous terminerez votre premier projet, que vous aurez suivi un patron de A à Z, ce sera sûrement un peu bancal, il y aura peut-être des erreurs, des petits trous, des petits trucs, tu vois, bon bah voilà, c'est pas parfait, mais vous serez tellement fiers de vous, enfin tout du moins, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Pour toute la team éventuellement qui est en mode ultra perfectionniste, je vais dire cette petite phrase, je sais pas comment dire, cette espèce de petit dicton, de mantra que j'adore et qu'on devrait tous avoir à l'esprit: mieux fait que parfait. En anglais, ça sonne un peu mieux, c'est better done than perfect. Et vraiment, gardez ça à l'esprit. Le tricot, alors encore une fois, c'est pas compliqué, mais c'est quand même un peu, voilà, il y a plein en fait de facteurs qui peuvent faire que votre projet final, que ce que vous êtes en train de tricoter peut avoir des défauts. Moi aujourd'hui, je porte mon pull que j'adore, hein, mon pull numéro 14, qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Bon, alors là, je pense que vous les voyez pas parce que je suis face à une fenêtre, mais je vous insère une image. Une photo que j'ai prise l'autre soir. Regardez en haut. Bah, ça ne va pas du tout. C'est pas censé être comme ça. Il y a eu un problème. Il y a quelque chose que j'ai pas fait comme il fallait. Mais c'est pas grave, ok? Ça m'empêche pas d'être hyper fière et hyper heureuse de porter ce pull. Et j'espère que ce sera la même chose pour vous. Et que vous arriverez à être dans quelque chose de un peu smooth, quoi, tu vois. Et purée, ça y est, j'ai fait le tour de cette vidéo. Et en fait, non, je vais rajouter un 11e petit conseil, vraiment un petit bonus, mais quelque chose qui me semble quand même assez important, que j'ai complètement oublié pour une raison qui m'échappe. Je vais faire ça de façon très rapide. Conseil bonus numéro 11, prenez des notes. Prenez des notes sur vos projets. Par exemple, le nom du projet, le fil que vous avez utilisé, l'échantillon que vous avez obtenu, la taille des aiguilles, à quel moment vous l'avez commencé, quand est-ce que vous l'avez terminé, les difficultés que vous avez pu rencontrer. Quand vous avez un patron où il faut par exemple répéter un certain nombre de fois certains rangs, et ben ça aussi, prenez des notes. C'est hyper cool dans un premier temps parce que en fait vous avez des informations sur un projet que vous avez réalisé, et deuxièmement c'est vraiment extrêmement utile si par exemple, moi ça a été le cas pour le pull que je porte dans cette vidéo, enfin pas celui-là mais celui de, enfin, bref vous avez compris. C'est un projet que j'ai abandonné plusieurs fois pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, et je vous jure que quand vous reprenez un truc après même ne serait-ce que plusieurs semaines, vous souvenir de, je sais pas, des aiguilles que vous devez utiliser, enfin vraiment en fait on oublie. Suivez ce conseil, vous me remercierez. Donc j'espère vraiment que j'ai du son et que tout va bien du début à la fin. Sinon, je la retournerai une 4e fois. Non, mais vraiment, alors moi, je n'abandonne pas. Hein. Je tiens vraiment très fort à faire cette vidéo et à la publier. J'espère vraiment que cette vidéo aura été pertinente pour vous. J'espère que si vous êtes voilà, niveau 0 en tricot, que ça vous aura donné des infos intéressantes, que ça vous aura donné des clés, que vous aurez compris quand même un petit peu quelque chose. J'espère surtout que ça vous donnera envie de vous lancer et de commencer voilà votre premier projet, ou juste encore une fois de commencer à vous entraîner. N'hésitez pas, si vous êtes tricoteuse aguerrie, à laisser des conseils dans les commentaires. Il faut savoir que globalement, les gens lisent les commentaires, hein. Ça il faut le savoir. Moi-même, en tant que consommatrice de contenu YouTube, je regarde une vidéo, je vais systématiquement faire un petit tour dans les commentaires. Donc vraiment, si vous avez des choses à dire, des conseils à partager, je sais pas, des astuces qui ont changé votre vie quand vous avez débuté le tricot, vraiment n'hésitez pas. Et quoi, et ben voilà, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner, même si une fois de plus, je le dis à chaque fois, hein, mais je préfère le préciser, le
tricot, bien que ce soit une immense passion dans ma vie, n'est absolument pas le sujet principal de ma chaîne YouTube, mais néanmoins, n'hésitez pas à aller faire un tour sur une autre vidéo, à regarder un petit peu l'ambiance, et si ça vous plaît, eh bien abonnez-vous. Si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière et aussi d'avoir de temps en temps des petits, j'ai envie de dire, aperçus, sneak peek de ce que je suis en train de tricoter, vous pouvez bien évidemment me suivre sur Instagram. Vous pouvez me retrouver aussi maintenant de nouveau sur TikTok où je parle que de tricot, donc c'est extrêmement à propos. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Thank you.